Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer une durée à partir donc d'une vitesse et bien évidemment d'une distance. Ok, mais là, bien évidemment, la distance, elle sera également donnée par l'ANC. Donc là, le principe du calcul de durée, c'est comme pour calculer une distance. C'est-à-dire, on a en gros deux éléments dans une formule, et après on veut le troisième, ok. Là, on va devoir utiliser des techniques. Bon, on pourra utiliser le triangle magique, par exemple. On pourrait également utiliser le produit en croix, ou on pourrait également utiliser tout plein d'autres techniques. Alors là, je vais vous proposer une technique simple, basique, qui semble vraiment très simple. C'est celle du produit en croix. Parce que bon, le triangle magique, désolé de vous dire, ça fait une partie de votre travail. Alors que bon, produit en croix, c'est vite fait, c'est une étape. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Après, bon, la manipulation formulée est bien aussi comme technique. Ça revient à faire donc le triangle magique. Mais sauf que le problème, vous voyez, ça va prendre du temps et voilà. Et donc le but, c'est quand même d'être assez efficace sur un exercice. Donc là, quand on a des manipulations comme ça de formules, je vous conseille vraiment d'utiliser des techniques simples. Même par moment, quitte à vous faire rappeler des opérations du type CPCE. Parce que autant vous dire, votre cerveau, par moment, il a besoin de se rappeler de certaines opérations CPCE avant de se remettre dans le grand bain. Bref, donc je parle beaucoup, mais vous me dites sûrement que je pratique pas beaucoup. Et justement, nous allons pratiquer maintenant. Donc cesse de bavardage. Donc sur ce donc, on nous dit dans l'énoncé qu'un TGV a une vitesse de 300 km/h. Ok, bon, c'est une vitesse normale. Par moment, il y a même des régions où les TGV vont beaucoup plus vite. Exemple, sur la LGV Est, c'est 320 km/h, il me semble. Ok, même sur la LGV Atlantique, donc Paris-Bordeaux, celle qui a été construite en novembre, enfin celle qui a été inaugurée et mise en service en juillet 2017, le 2 juillet 2017 plus précisément, et voilà, il y a un moment, je crois, sur cette LGV, on peut rouler à 320 km/h. Ok, mais ça, bien évidemment, c'est pas une vitesse moyenne. Donc on nous dit qu'un TGV a une vitesse de 300 km/h, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à certaines lignes où on va à 320 km/h, 330 par moment. Il y en a même, dans le futur, on ira à 350. Donc c'est pas extraordinaire. Et puis quand on regarde dans le monde aussi, je sais pas si vous êtes au courant, il y a des trains comme le Maglev, donc c'est des trains à suspension magnétique, voilà. Et justement, ces trains à suspension magnétique, vu qu'ils ne sont pas au sol et vu qu'ils ne subissent pas les gratillonneurs des roues au sol quand ils se mettent à rouler, et du coup, ils peuvent aller encore plus vite, vu qu'ils ne sont pas soumis à la gravitation et aux roues, donc qui effleurent le sol à chaque fois, et qui fait du bruit, et donc qui les écrase. Et donc, à la caténaire, toutes ces choses-là. Donc, du coup, vu qu'ils ne sont pas soumis à toutes ces choses-là, qui sont un peu compliquées, et justement, vu qu'ils sont en train de se lever, et du coup, ils peuvent aller plus vite. Exemple, le maglev au Japon, voilà, il peut aller jusqu'à 530 km/h, ok, 430, 530, je crois, ok. Bon, je crois que c'est plutôt 430. Après, ils l'ont essayé vers 530, 600, ok, voilà. Parce que bon, souvent on essaie des TGV un petit peu à des vitesses plus hautes que elles seront mises en service. Par exemple, normalement, pour la GV Est, justement, le TGV devrait rouler à 160 km/h à un moment de son portion. D'ailleurs, c'est ça qui a provoqué l'accident 3 jours plus tard, donc l'accident à Strasbourg. Mais voilà, donc un TGV, normalement, ça roule à 160 km/h, 100% de cette LGV. Après, ils l'ont essayé à 173. En gros, ils ont rajouté à peu près 10% de la vitesse. Bon, ça fait pas exactement 10%. Normalement, il aurait dû rouler à 173 d'après calcul mathématique. Il n'y a pas besoin d'être trop mathématicien pour le savoir. Mais bon, ils ont testé à 173 km/h, me semble. Et donc, du coup, ils ont eu l'accident 3 jours plus tard, après le test, puisqu'ils avaient invité encore du monde. Ils se disaient, oh, on va maîtriser le virage, sauf qu'ils n'ont pas maîtrisé. Et du coup, boum, ils sont morts. Voilà, c'est tout bête. Et en plus, bon, c'est un jour après l'attentat de Paris. Donc, c'était vraiment pas bête. Enfin, c'était vraiment bête, quoi. Donc, autant vous dire, tout ça pour vous dire, 300 km/h, c'est pas une vitesse surprenante, quoi. Si vous voulez, quand vous êtes dans un avion, l'avion il décolle à 290 km/h. Donc voilà, bon. Maintenant, assez parlé aussi des vitesses quand même, 300 km/h, c'est pas énorme. Donc, tout ça pour vous dire, il parcourt également un canton, ok, donc les cantons, pardon, donc c'est C-A-N-T-O-N, ok, C-A-N-T-O-N, les cantons, et justement, c'est justement des boules si vous voulez, ok. En gros, c'est l'équivalent de deux arrêts. Après prenons par exemple, sur la ligne, je sais pas moi, la ligne H, ok, en Ile-de-France.
vous avez la ligne H, elle part de Gare du Nord, elle s'arrête à Persan-Beaumont, Valmondois, Pontoise, Luzarches, bref, elle a plein d'axes. Nous, on va se pencher sur l'axe Persan-Beaumont, Paris-Nord, via Bessancourt, ok? Ou via Saint-Leu-la-Forêt, tout dépend de ceux qui disent, ok? Bon, en tout cas, on va aller entre Saint-Leu et Bessancourt. Bon, admettons qu'entre Saint-Leu et Bessancourt, il n'y a pas d'arrêt. Dans ce cas-là, bah, ça fait quand même 3 km, je crois, ok? À peu près. Parce que bon, le train, c'est pas très long. Après, c'est en voiture ou c'est un peu plus loin avec les dérivations, toutes ces choses-là. Bon, en tout cas, admettons, ça fait 3 km le trajet. Donc, du coup, bah, 3 km, c'est la distance qui sépare ces deux gares, Saint-Leu-Bessancourt. Et donc, du coup, le train va rouler à une certaine vitesse, de sorte à ce qu'il puisse arriver en gare tranquillement, ok? Et donc, du coup, bah, l'intervalle, si vous voulez, entre Saint-Leu-la-Forêt et Bessancourt, bah, quand vous êtes dans cette zone-là, à l'intérieur, et ben on appelle ça le canton, ok? Donc c'est ça un canton, en gros c'est une zone et ben, plus ou moins grande où des trains circulent. Et après, bah, justement, dans ce canton, c'est à partir des cantons et bah, qu'on peut régler la signalisation des trains, ok? Par exemple, et bah, s'il y a un accident sur l'axe Bessancourt-Saint-Leu, et donc dans ce canton-là, et bah, justement, le train qui devait être derrière à quelques mètres plus tard, bon, généralement c'est pas quelques mètres, c'est quelques kilomètres. C'est pour ça que d'ailleurs les trains ils sont pas toujours réglés comme on voudrait, parce que c'est à cause des cantons, ok? Ils peuvent pas passer toutes les 2 minutes par exemple, ok? Parce que justement, et bah, il faudrait qu'il y ait de la place déjà pour les trains, assez d'intervalles entre chaque train, et donc il ne faudrait pas qu'ils se percutent. Il ne faudrait pas que dès qu'il y a un accident, voilà, ça se répercute sur toute la ligne comme ça. Donc c'est pour ça que par moment aussi, bah, malheureusement, on n'a pas notre train réglé comme on voudrait. Donc là, c'est à cause des cantons. Et les cantons, bah, justement, dès qu'il y a un accident, par exemple d'un canton, et bah, automatiquement vous avez un feu, donc le feu qui est avant le canton qui se met rouge. Et du coup, bah, ce qui fait que le prochain train qui arrive derrière, il s'arrête automatiquement. Ou il freine. Bon, généralement, quand le feu est rouge, il freine normalement. Bah, après, voilà, tout dépend. Par exemple, si c'est sur un TGV, il va juste freiner. Après, si c'est sur 36.1, oui, là, il va pas juste freiner. Enfin, il va pas juste freiner et rouler moins vite. Il va vraiment freiner et s'arrêter, quoi. Ok? Tout dépend de là où on est. Si c'est en zone dense comme Bessancourt, Saint-Leu, Taverny, toutes ces choses-là, bon, il risque de s'arrêter. Mais si c'est en zone bien large, ça va. Ok? Généralement, bon, les cantons aussi, comment c'est réglé? Quand vous êtes en zone bah, très dense comme bah, à Paris, et bah là, les cantons, quand même, ils sont relativement proches. Ok? Et donc, ce qui fait que s'il y a un accident sur un canton, ça se répète. C'est pour ça que ça se répercute sur toute une ligne assez facilement. Puisque les cantons, ils sont proches. Et du coup, bah, si vous avez un accident dans un canton, vu que les trains, déjà, ils sont très peu espacés, et bah, du coup, ça va répercuter facilement sur toute la ligne. Puisque, bah, il y a plein de trains qui vont se chevaucher à ce moment-là. Ok? Donc, voilà, voilà. Et quand on est en zone pas très dense, et bah, les cantons sont de plus en plus larges. Ok? Ce qui fait que s'il y a un accident à une position, ça ne se répercute pas sur toute la ligne. Et on s'émet des trains en cas d'urgence. Bon. Le canton, lui, il est long de 180 km. Et ainsi, on nous demande de calculer la durée de traversée du TGV dans ce canton. Donc là, bah, déjà, vous voyez que quand même, 300 km, c'est quoi? Et bah, en gros, c'est bah, en une heure, un TGV, il parcourt 300 km. C'est ça que ça veut dire, 300 km heure. Donc là, j'ai bien précisé heure, et bien évidemment, c'est une moyenne. Puisque bah, par moment, un TGV ne roule pas qu'à 300 km heure, vous savez, par moment, ça varie un petit peu. Bon, en tout cas, bah là, on voudrait savoir la durée de traversée dans le canton. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est vu qu'il y a proportionnalité entre bah, la distance et le temps, puisque vous savez qu'en une heure, un TGV théoriquement à 300 km/h, il fait 300 km, et bah du coup, par exemple, et bah s'il a que 30 minutes, le TGV, et bah en une heure, en 30 minutes, pardon, il va pas faire 300 km, mais il va faire que la moitié, 150, puisque bah il est à moitié de temps, quoi. Donc du coup, il fait 150, la moitié. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, et bah, c'est pour ça qu'il y a proportionnalité entre la distance et le temps. Donc là, d'abord, je vous propose de faire un petit tableau de proportionnalité qui relie distance et temps. Pour l'instant, on verra après par la suite pour les unités. Pour l'instant, je préfère rien dire au niveau des unités, puisque bah, on va regarder quand même si ça marche pas, si on peut, développer plus. Ou pas d'ailleurs. Bon, la distance est indiquée, le temps est indiqué. Pour l'instant, je n'ai rien dit au niveau des unités. On va regarder tout ce qui se passe. Donc, vous voyez que du coup, déjà les 1 heure, on risque fort, vu 180 km que nous avons là, de les convertir en minutes. Ok? Donc, je vous propose de convertir 1 heure en minutes. Et vous savez que dans 1 heure, tous, il y a 60 minutes.
Donc ce qui veut dire que on va mettre au niveau du temps 60. Et donc là le temps il sera en minutes. Ok, donc là on peut commencer à l'indiquer dans notre tableau puisque c'est très important. Donc là le temps est en minutes. Du coup la distance, vous voyez qu'on a des kilomètres partout. Donc je vous conseille de laisser ça pareil en kilomètres. Ok, donc distance en kilomètres. Comme ça c'est nickel, c'est super. Et du coup vous voyez 300 km/h. Et on peut le laisser puisque c'est la distance parcourue en 1 heure, soit 60 minutes. Et nous, on cherche sur 180 km, justement, quel est le temps qu'il met. Donc voilà, j'ai indiqué 180. Et ainsi, après, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour connaître la valeur inconnue ici? Je multiplie la diagonale. Je fais donc 180 fois 60 que je divise par 300. Une fois que j'ai effectué ce bon vieux produit en croix, donc voilà, pour connaître la valeur inconnue. Donc je pourrais également noter X, mais là que je symbolisais par un point d'interrogation, je vérifie avec la calculatrice, d'abord le résultat, et après donc, je fais une petite phrase après par la suite. Alors là, bon, je voulais pas vous le cacher, mais du coup, ça fait 36. Et du coup, quand on effectue 180 fois 60 divisé par 300, on trouve 36 quoi? On trouve 36 minutes. Et oui, attention, un truc que vous faites beaucoup, et même les 3 quarts du temps, c'est que vous oubliez les unités. Et ça, c'est très important en physique. Je vais peut-être répéter déjà l'année dernière, l'année d'avant, mais les unités en physique, c'est la base. Si vous commencez à oublier les unités, le prof de physique qui vous corrige, il ne comprend rien. Ok? Donc là, attention, surtout, n'oubliez pas vos unités. Ok? Là, ici, on a parlé en minutes. Donc du coup, le point d'interrogation est égal à 36 minutes. On aurait parlé en heures, et on aurait dit que ça fait 36 heures. Ok? Voilà. Bon là, on aurait parlé en heures, on aurait laissé par exemple 1 heure en heure, quoi. Et du coup, là, on n'aurait pas trouvé 36 minutes. On aurait tout simplement trouvé une fraction, voilà, une fraction, tout simple, ok. Et là, on n'aura pas pu la réduire en un nombre entier. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ici qu'on reste, du coup, en minutes, ok. Et du coup, si vous vous amusez à mettre ça en fraction, 36 minutes, vous aurez trouvé que ça fait tout simplement 36 soixantièmes d'heure. Et 36 soixantièmes d'heure, si vous êtes malin, vous voyez que ça se divise quand même déjà par 6, ok. Et donc, du coup, vous allez trouver. Et si vous êtes malin, vous trouvez 6 dixièmes d'heure, ok. Donc voilà, que ça fait 36 minutes. Donc 6 dixièmes d'heure, un jour si on vous demande, ça fait donc 36 minutes, ok. Voilà. Donc sur ce donc, on peut quand même noter une petite phrase, la durée de traversée de son comptant est de 36 minutes. Et après donc sur ce, la vidéo sera terminée. Donc vous voyez quand même comment les maths et la physique, parce que c'est quand même les deux, ça je vous l'apprendrai aussi en maths, puisque en maths c'est un chapitre qui concerne tout ce qui est grandeur simple, grandeur composée. Donc là c'est prévu dans mon programme, donc c'est peut-être pas pour tout de suite, parce que là il faut quand même que je laisse un écart et puis qu'on fasse un petit peu les sixièmes. Mais normalement dans mon programme de maths de 4e et même de 3e, puisque bon, on le refait aussi en 3e, normalement aussi vous le faites, vous verrez tout ce qui est grandeur quotient, et donc vous verrez la vitesse. Et donc là pareil, je vous remontrerai toutes ces manips qu'il faut savoir faire. Donc là sur ce donc, voilà. Vous avez vu quand même comment les maths ça sert dans la vie de tous les jours, hein. Rien qu'à calculer une durée de traversée d'un TGV quand même, hein. Donc vous voyez quand même que les maths ça sert pas à rien. Et donc c'est un truc extrêmement important et qu'il faut bosser. Et la physique aussi d'ailleurs, hein. La physique, les sciences, c'est quand même des choses qu'il faut bosser, parce que bon, vous retrouvez ça quand même assez souvent dans plein de domaines variés. Sur ce donc, bon, je vous embête pas plus, hein. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en physique.